C'est une séquence diplomatique très importante que nous décryptons avec Alexandre Delval, géopolitologue et auteur de La mondialisation dangereuse aux éditions L'Artilleur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors il faut déjà bien expliquer que la désormais très probable entrée de la Suède dans l'OTAN constitue un moment important après la Finlande. C'est la fin de la neutralité suédoise et c'est un cinglant revers pour la Russie. Oui, et la mer Baltique n'est plus une mer Baltique, elle est devenue un lac atlantique, hein, si on dit de manière neutre. Donc c'est un échec total pour M. Poutine qui a obtenu finalement l'inverse exact de ce qu'il voulait obtenir avec cette guerre. C'est même assez surprenant que quelqu'un qui est connu pour sa froideur d'analyse, sa lenteur à la décision, sa non-impulsivité, ait pu commettre une erreur aussi folle qui aboutissent, en dehors du jugement moral, à une conséquence totalement opposée à ce qu'il voulait. C'est assez stupéfiant et le pire pour lui est à venir, puisque après avoir bloqué le Nord, c'est peut-être le Sud qui va être bloqué. Si Erdogan continue sa volte-face et se rapproche de l'OTAN et des États-Unis et de l'Occident en échange de nombreuses concessions, dont les Kurdes et d'autres, peut-être qu'il va perdre la neutralité bienveillante d'Erdogan qui continue à contourner les sanctions, mais qui pourrait peut-être évoluer comme il l'a montré ces derniers jours avec cette adhésion et avec la libération des miliciens et des militaires du groupe Azov. Du bataillon Ça Azov. fait quand même 2 poignards dans le dos en moins de 48 heures Le bataillon pour les Russes. Azov, hein, qui servait de prétexte à la dénazification de l'Ukraine, voulue par Vladimir Poutine au début de l'invasion. Revenons à cet homme, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui, en apparence, a mis dans la balance, hein, contre son feu vert pour l'entrée de la Suède, la reprise des négociations avec l'Union européenne, dont il n'a cessé pourtant de dire tout le mal qu'il en pensait durant la dernière campagne présidentielle Oui, victorieuse. C'est du bluff. À quoi joue Recep Tayyip Erdogan? oui, c'est du bluff parce qu'on sait que l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne est totalement impossible, mais totalement impossible à cause de l'occupation d'un pays membre de l'Union européenne par la Turquie elle-même, qui a Chypre. encore plusieurs milliers d'hommes. On sait que, avec le principe de l'unanimité, Chypre pourra bloquer éternellement l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et en plus, la volonté turque de ne jamais reconnaître le gouvernement légitime de Chypre implique le blocage de nombreuses ouvertures et fermetures de chapitres de ce qu'on appelle l'acquis communautaire. Vous savez que pour rejoindre l'Union européenne, il suffit pas d'ouvrir les négociations après avoir été déclaré candidat. Il faut incorporer dans le système turc, législatif et normatif, 35 chapitres de l'acquis communautaire. Or, un seul a été refermé. 16 ouverts, un refermé, 8 bloqués tant que la Turquie ne reconnaît pas la République de Chypre et on n'est pas prêt de voir une réconciliation entre les deux. Donc Erdogan sait parfaitement que vouloir candidater, vouloir rentrer dans un club sans en reconnaître un de ses membres, même implicitement par l'ouverture des ports et des aéroports et l'union douanière, c'est une situation totalement aberrante. Donc là, c'était un Alors peu pourquoi en aussi pour faire parle-t-il? pression sur les Suédois. Pourquoi en parle-t-il? Mais il en parle parce qu'il nous culpabilise. Et ensuite, la culpabilisation est une arme de guerre. Mmh. Et comme ça ne marche pas avec les gens informés, les hauts fonctionnaires européens savent très bien que ça ne marche pas comme ça, l'adhésion à l'Union européenne. Je te donne ça, tu me donnes ça, tu fais rentrer un tel dans l'OTAN et on accélère la procédure d'entrée dans l'Union européenne. Ça ne marche absolument pas comme ça. L'Union européenne est une énorme machine normative Mmh. conçue par des Germaniques, beaucoup, et des Flamands, ça ne marche absolument pas comme ça, mais son but, c'est de nous culpabiliser, ça fonctionne. Rappelez-vous, dans les années 2004-2005, Berlusconi et Chirac disaient mieux vaut avoir la Turquie avec nous que contre nous. L'argument qui consiste à dire nous sommes vexés, vous nous refusez, nous savons que c'est faux, mais vous êtes tellement culpabilisable qu'à force de vous le dire, vous allez finir par y croire un petit peu. En plus, vous êtes islamophobe. Erdogan n'arrête pas de répandre cette idée au sein des Il communautés l'a dit turques musulmanes, récemment mais à aussi l'occasion musulmanes des tout émeutes en court. France. Mmh. Ah oui, pour les émeutes en France, on sait que deux pays ont joué un rôle
importants, l'Algérie revancharde qui ne cesse pas d'en vouloir à la France, et la Turquie qui depuis des années au sein du CFCM, mais aussi au sein des réseaux de l'extrême droite et des autres et des réseaux consulaires de gestion des mosquées, des centres islamiques, et aussi de sa propagande destinée à l'immigration turque extérieure. Ces deux pays ont énormément surfé sur la haine anti-française et légitimée par une soi-disant islamophobie intrinsèque des pays occidentaux. Et d'ailleurs, ça a marché pour la Suède. Il a obtenu de la Suède qu'on réprime beaucoup plus les actes d'islamophobie et même quand ce sont des actes commis par des musulmans athées, comme récemment. Et donc, la culpabilisation, c'est quand même une arme psychologique qui est utilisable même en relations internationales, même quand les deux acteurs ne sont pas dupes. Alors Recep Tayyip Erdogan, ça sera ma dernière question, donne l'impression de jouer aussi un double jeu. Vous pensez qu'il a tourné le dos définitivement à la Russie, puisque ça s'ajoute également avec cette déclaration faite vendredi dernier à Istanbul après une rencontre avec Volodymyr Zelensky, auquel il a dit l'Ukraine mérite sa place dans l'OTAN. Oui, ça aussi. Les Russes ne se vexent pas pour l'instant. C'est un troisième poignard dans le dos, mais s'ils ne se vexent pas, c'est parce que ces deux hommes forts, pragmatiques, populistes et adeptes du monde multipolaire sont tout le temps d'accord du fait qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont absolument pas d'accord en Syrie, ils ont trouvé des arrangements. Ils ne sont pas du tout d'accord en Libye, ils ont trouvé des arrangements de non-nuisance réciproque, alors que chacun est dans le camp opposé à l'autre. En Libye, Haftar contre El Sarraj jadis, enfin le Tripoli. En Syrie, Poutine avec le régime et Erdogan avec toute l'opposition islamiste, y compris Al-Qaïda. On le voit aussi dans le Caucase. Les Russes normalement protègent les Arméniens et les Turcs sont alliés des Azéris. Et partout, ils arrivent à s'entendre sur le fait qu'ils sont absolument pas d'accord, mais comme deux mafieux qui sont pas du tout d'accord pour être concurrents, ils se disent ça va être une déflagration si vous venez à tel ou tel endroit, tant que vous restez dans tel ou tel endroit et moi j'ai tel secteur, on peut avoir une sorte d'entente de voisinage et en plus, si on peut parfois faire des sales coups à un ennemi commun, et en l'occurrence l'Occident qui est quand même détesté idéologiquement par Erdogan, eh bien on joue sur les deux tableaux. Donc Erdogan va jouer continuellement, il va encore des années à venir, sur les deux tableaux jusqu'à ce que et ça l'un des s'appelle deux... la réelle politique. Voilà. Merci beaucoup Alexandre Delval, géopolitologue, auteur de La mondialisation dangereuse aux éditions L'Artilleur.